Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui à ce premier webinaire sur les actualités sociales pour 2022. Je suis Patrice Chevalier, directeur national de l'activité paye et conseil social. Je vous propose de démarrer d'ores et déjà, dans la mesure où l'actualité est un peu dense. Peut-être plus que certaines autres années, vont participer avec moi à cette animation, donc Amélie Seguin, qui est manager de l'activité paye et conseil social, Adrien Billot, juriste paye et conseil social au sein des équipes Grant Thornton également. En termes de façon de procéder, vous avez pu le voir et vous le voyez probablement à l'écran. Cette présentation est enregistrée de façon à ce qu'on puisse vous partager le replay à l'issue et vous le mettre à disposition. Le support vous sera également adressé par retour de mail format PDF. Et dernier aspect, la logistique. On vous propose de centraliser les éléments de questions-réponses en fin de présentation. Et pour cela, pour nous adresser vos questions, vous pouvez utiliser l'outil de chat qui est disponible dans le Teams. On se fera un plaisir, bien entendu, d'y répondre en fin de séance, comme je viens de l'évoquer. Rentrons dans le vif du sujet. Autour du sommaire, une restitution sur les évolutions sur la loi de financement de la sécurité sociale, des évolutions sur le recouvrement de cotisations. La loi de finances pour 2022 a également évolué. Des précisions ont été apportées dans le BOSS. On évoquera pour ceux qui ne le connaissent pas ce qu'est le BOSS et son intérêt et les évolutions importantes qui sont maintenant engagées. Un focus sur l'indemnité inflation, une spécificité, une évolution non négligeable sur la question des suspensions de contrat et la protection sociale qui est associée. Où en est-on de l'activité partielle? Et puis des mesures diverses, vous avez vu, on a mis des S partout, s'il y en a un certain nombre. Rentrons tout de suite dans la loi de financement. Adrien, à toi de jouer. Effectivement, merci Patrice. Bonjour à tous. Donc du coup, je vous propose un topo sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Vous le savez sans doute, chaque année, entre la période octobre et décembre, grosso modo, dans le même temps que les enfants attendent sagement le Père Noël, nous, professionnels de la paye et RH, on attend la publication des lois de finances. Cette loi de financement de la sécurité sociale, après moult amendements et moult propositions autour des débats parlementaires, apporte assez peu de précision finalement par rapport à d'habitude en termes de paye et de RH. Et on va faire un point du coup sur la prolongation des arrêts de travail dérogatoires compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire. Un point sur l'activité partielle, l'imputation des aides Covid et exonération de cotisations. Un point rapide sur un principe qui a été posé sur le congé de proche aidant et de présence parentale, et un point sur la retraite progressive. En termes d'arrêt de travail dérogatoire, je ne vais pas revenir avec précision sur le détail de la mesure, puisque c'est quelque chose avec lequel on vit depuis un moment, ces arrêts de travail dérogatoires. Simplement, la mesure à retenir, c'est que le dispositif d'arrêt de travail dérogatoire qui se traduit par une indemnisation des premiers jours sans délai de carence pour les salariés cas contact symptomatiques ou positifs à la Covid ou de retour de l'étranger ou de l'outre-mer, devait prendre fin au 31 décembre 2021. Il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard pour son indemnisation par la sécurité sociale, par la CPAM. Alors le gouvernement s'est laissé la possibilité de mettre fin de manière anticipée ou d'adapter le régime en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Et un point important à avoir en tête, c'est que la loi vigilance sanitaire qui est sortie au mois de novembre, qui a été publiée au mois de novembre, avait d'ores et déjà prolongé ce qu'on appelle le volet indemnisation employeur, donc le volet indemnisation complémentaire de l'employeur en plus des indemnités journalières de sécurité sociale, jusqu'au 31 juillet 2022.
En ce qui concerne maintenant l'activité partielle, là encore, le régime des indemnités complémentaires, donc toutes les indemnités que l'employeur consent à octroyer à son salarié au-delà de l'indemnisation légale, hein, donc en fonction des cas, on aura l'occasion de revenir dessus, 70% ou 60% de la rémunération horaire brute. Le régime des indemnités complémentaires d'activité partielle, il avait été précisé pendant la crise sanitaire. Et on y disait que ces indemnités complémentaires étaient exonérées de cotisations et contributions sociales au même titre que les indemnités légales. Ce dispositif devait prendre fin, là encore, au 31 décembre 2021 et compte tenu de la situation sanitaire, il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard. Dernière mesure liée à la Covid dans cette loi de financement de la sécurité sociale, c'est celle de l'imputation des aides au paiement, dites aides au paiement Covid-19. Ça fait référence à toutes les aides qui ont pu être octroyées aux entreprises qui sont dans les secteurs les plus touchés par la crise, hein. Je vais pas revenir dans le détail sur les secteurs concernés. Chacun est en mesure aujourd'hui de se reconnaître dans la définition des secteurs qui ont été donnés par les pouvoirs réglementaires, les secteurs S1, S1 bis, donc dépendants du secteur S1 avec perte de chiffre d'affaires, et les secteurs S2. Sont visées par la mesure que je vous présente les aides au paiement dites aides au paiement V2, qui étaient égales à 20% du montant des rémunérations brutes dues au titre des périodes d'emploi de septembre 2020 à mai 2021, mais également l'aide au paiement dite V3, qui était égale à 15% du montant des rémunérations brutes dues au titre des périodes d'emploi de mai à décembre 2021. Initialement, la loi prévoyait que ces aides devaient être imputées sur les périodes d'emploi, sur les cotisations dues à l'URSSAF en 2020 et en 2021. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire et du fait que par prolongation, certaines entreprises n'avaient pas réussi à imputer leurs aides sur toutes les cotisations 2021, on a prolongé la possibilité d'imputer les aides sur les cotisations dues au titre de l'année 2022, donc prolongation d'1 an de l'imputation possible des aides, sous réserve de validation par l'URSSAF compétent. Donc on vous invite, si vous êtes dans ce cas, à prendre contact avec votre URSSAF. Rapidement sur le congé de proche aidant et de présence parentale, puisque la loi a simplement posé un principe qui devra être précisé par décret à paraître, hein, donc on va suivre ça avec attention, hein, sur l'année 2022. L'idée est de réformer le congé de proche aidant et le congé de présence parentale. Aujourd'hui, ces congés sont ouverts à des salariés qui ont un enfant ou un proche dans leur famille qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou qui est victime d'un accident d'une particulière gravité. Cette notion de particulière gravité devra être supprimée et donc le champ des bénéficiaires de ces deux congés élargi. Autre point, la loi propose de revaloriser l'allocation perçue par la caisse d'allocation familiale, hein, dans ces deux congés, en indexant son montant sur le SMIC net et en supprimant la distinction personne seule ou personne en couple. Aujourd'hui, les modalités de détermination de l'allocation ne sont pas forcément claires, donc la loi se propose de clarifier ces mesures et donc ça devra être précisé par un décret. De même qu'est envisagée une facilitation de la possibilité de prolonger le congé de présence parentale, puisque aujourd'hui, le congé de présence parentale se traduit par une absence sur une durée maximale de 310 jours ouvrés sur une période de 3 ans. L'idée serait de faciliter le renouvellement si jamais, sur cette période de 3 ans, la durée de 310 jours a été dépassée. Donc on attend des précisions sur la mesure, mais sachez qu'on est en phase de réforme de ces deux congés qui sont assez souvent mobilisés. En termes de retraite progressive, simplement, la mesure à retenir a été que la retraite progressive, donc le dispositif qui permet à tout assuré de moins 60 ans, qui a 150 trimestres d'assurance et qui veut compléter ses droits à retraite avant de liquider sa pension retraite, d'exercer une activité à temps partiel pour continuer de cotiser et d'acquérir de nouveaux droits. Ce dispositif-là, il était traduit par une durée du travail exprimée en heures.
C'est-à-dire qu'il fallait travailler, on ne pouvait pas travailler moins de 40% de la durée légale horaire donc de 35 heures, et on ne pouvait pas travailler plus de 80%. De fait, étaient exclus du dispositif les salariés en forfait jour et les mandataires sociaux salariés qui ne sont pas soumis à une durée du travail en heures. Donc, le Conseil constitutionnel s'est penché sur la question et avait donné une inconstitutionnalité de la mesure. On ne peut pas exprimer en heures ce dispositif puisque c'est de fait discriminatoire. Donc la loi de financement de la sécurité sociale a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel et ouvert le dispositif aux salariés en forfait jour et aux mandataires sociaux salariés, tout en ouvrant la possibilité de cumuler les activités maintenues, à condition de ne pas exercer moins de 40% de la durée du travail antérieure à la retraite progressive. Vous pouvez cumuler les activités pour acquérir des droits à retraite. Donc voilà pour les mesures issues de la loi de financement de la sécurité sociale. Je vous propose d'aborder le versant loi de finances pour 2022, et pour cela, je laisse la parole à Amélie. Merci Adrien, bonjour à tous. Donc effectivement, on aborde maintenant la loi de finances pour 2022. On a fait le choix de se focaliser sur 5 mesures phares de cette loi qui vont concerner donc les jeunes entreprises innovantes avec le dispositif JEI et les dispositifs zonés. Un focus sur l'activité partielle, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la contribution formation et taxes d'apprentissage et la note d'humour du législateur, les pourboires volontaires dans les HCR. Alors tout de suite, le premier point qui concerne donc les jeunes entreprises innovantes et dispositifs zonés. Pas de grande révolution, néanmoins, les jeunes entreprises qui bénéficient de ce dispositif d'exonération de charges patronales voient une modification dans la condition d'âge de l'entreprise qui passe de 8 à 11 ans. Cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Donc, les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires, de volume de dépenses en recherche, rien ne change, si ce n'est la date de création de l'entreprise. Donc, le bénéfice passe de 8 à 11 ans. Concernant les dispositifs donnés, donc là, on parle de 3 dispositifs bien spécifiques, le BER, bassin d'emploi à redynamiser, la ZRR, zone de revitalisation rurale, et les QPV, quartiers prioritaires de la ville. Donc pour les 2 premiers dispositifs, BER et ZRR, prolongation du régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2023. Pour les quartiers prioritaires de la ville, c'est une actualisation de la liste de ces quartiers prioritaires qui sera proposée au 1er janvier 2024. Les dispositifs restent en place. Point suivant, focus sur l'activité partielle, ça nous manquait. Donc on continue. Le législateur est venu pérenniser certains dispositifs du régime. Donc activité partielle, 2 points, 2 slides. La première, donc on voit tout de suite un certain nombre de mesures qui ont été prises au titre de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire. Ces mesures ont été pérennisées par le législateur, donc il les fiche dans le marbre et qui les codifie. Ça veut dire que ces mesures intègrent désormais le droit commun, et ces 5 mesures désormais seront d'application en cas de recours à l'activité partielle. Alors, pour être un petit peu plus précise, on parle de l'indemnisation des heures d'équivalence perdues et des heures supplémentaires structurelles chômées. On parle des modalités de calcul des heures indemnisables pour les salariés en forfait annuel en jours, donc ce dont parlait Adrien juste avant. Les règles applicables aux apprentis et aux contrats de professionnalisation, donc salariés désormais qui se voient appliquer les mesures d'activité partielle qui en étaient jusqu'alors exclues. Activité partielle ouverte aux cadres dirigeants en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou d'une partie de leur établissement. Et enfin, l'accès à l'activité partielle à une partie de salariés qui n'étaient pas soumis aux dispositions de la durée du travail. On parle des VRP, des
des travailleurs à domicile, des intermittents, des mannequins, des journalistes, etc. Nous sommes en attente d'un décret qui va venir expliquer un peu plus ces mesures, mais en tout cas, ces dernières, désormais, font partie de notre droit commun et sont intégrées au code. Deuxième point sur l'activité partielle, c'est non plus des mesures figées, mais une prolongation d'autres mesures qui ont été prises également dans le cadre de ce contexte sanitaire particulier. Et ces mesures ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2022, donc une année supplémentaire. Les salariés de droit privé qui sont employés dans des structures publiques ou parapubliques se voient toujours éligibles à l'activité partielle. Les salariés employés sur le territoire national par des entreprises étrangères, qu'est-ce qu'on applique? On applique l'activité partielle si sur le territoire national, celle-ci est déclenchée. Les salariés également employés par les régies qui sont dotés de la seule autonomie financière et qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial. On va penser aux remontées mécaniques, pistes de ski et cures thermales. Voilà, désormais, ces mesures sont également prolongées d'1 an pour ces salariés. D'autres mesures temporaires qui devaient prendre fin au 31/12/2021 ont d'ores et déjà été prolongées jusqu'au 31/12/2022. 3 mesures supplémentaires. L'application de la rémunération mensuelle minimale aux salariés à temps partiel et aux travailleurs temporaires. L'activité partielle qui est imposée aux salariés protégés. Et enfin, la neutralisation de la majoration de l'indemnité en cas d'action de formation suivie sur les heures chômées. Voilà pour les mesures d'activité partielle. On passe sur un tout autre sujet, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, la loi de finances pour 2022 vient ajuster. Alors, nous fait 3 ajustements. Le premier va concerner l'effectif d'assujettissement. Donc, l'effectif à retenir, c'est celui qui se calcule selon les modalités du Code de la sécurité sociale. Et sont exclus dans cet effectif les salariés mis à disposition ou portés. Donc, ne sont pas pris en compte. Et notamment également, la petite nouveauté, c'est dans les associations intermédiaires et agences de mannequins, les salariés mis à disposition ou portés, mais de la même façon pour les autres entreprises, l'effectif d'assujettissement exclut ces salariés portés ou mis à dispo. Deuxième point modifié, c'est l'année de référence à retenir. Donc, jusqu'à maintenant, on s'attachait à calculer l'effectif à partir de l'année N-1. Désormais, l'effectif d'assujettissement, c'est la moyenne des effectifs de l'année N, donc de l'année en cours, qui est calculée au 31/12 de cette même année. Donc, l'effectif 1er janvier, 31 décembre, on calcule l'effectif au 31 décembre et c'est cette année de référence qui fera foi pour calculer l'obligation et la contribution. Dernier point, c'est le rescrit au ETH. Donc, ce rescrit particulier, désormais, doit être réalisé auprès de l'URSSAF et non plus auprès de l'AGEFIP. Voilà, suppression par le législateur de toute référence à l'AGEFIP dans les textes. C'est désormais l'URSSAF qui est compétente. Néanmoins, petite parenthèse, pour les périodes non prescrites antérieures à 2021, c'est toujours l'AGEFIP qui reste en responsabilité. En cas d'action, à compter du 1er janvier 2022, c'est l'URSSAF. Adrien reprend sur la contribution et la formation, taxe d'apprentissage. Alors, sur la contribution, formation et taxe d'apprentissage, on aura l'occasion de revenir un peu dessus tout à l'heure lorsqu'on abordera les points relatifs au recouvrement des cotisations. Simplement, la loi de financement de la sécurité sociale, elle a encore apporté, la loi de finances, pardon, a apporté certaines modifications, certaines précisions. En termes d'assujettissement, sont exonérés de taxes d'apprentissage les établissements publics de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux qui relèvent de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale.
La loi de finances a également précisé le cas de la cotisation qui est due au CCCA BTP, donc une caisse particulière hein, pour l'apprentissage des salariés du bâtiment et des travaux publics. Donc, dans les entreprises de moins de 11 salariés, la loi de finances précise qu'il n'y a pas de changement. Les entreprises devront toujours verser la cotisation déductible de la contribution légale de 1% à la caisse de prévoyance BTP. Dans les entreprises de 11 salariés et plus, par contre, la contribution sera versée directement aux URSSAF et l'URSSAF reversera à la CCCA BTP la contribution qui lui revient. Un point particulièrement intéressant qui a été précisé par la loi de finances, c'est le cas des entreprises de travail temporaire. Vous le savez sans doute, mais on aura l'occasion de revenir dessus un peu plus tard. Au 1er janvier 2022, la contribution formation et la taxe d'apprentissage entrent dans le giron non plus des OPCO, mais de l'URSSAF. Ce qui se passait avant le 1er janvier 2022, c'est que les entreprises de travail temporaire avaient ce qu'on appelle un taux majoré de 0,30%. Dans les entreprises de 11 salariés et plus. Au lieu de se voir appliquer le taux légal de 1%, on avait un taux à 1,30%. Et on avait également en parallèle un taux de 0,55% pour les entreprises de travail temporaire de moins de 11 salariés. À compter du 1er janvier 2022, et donc au regard de ce transfert de compétences des OPCO vers l'URSSAF, il a été décidé d'abroger le taux spécifique des ETT à 0,30%. Mais en parallèle, on a créé donc, ce qu'on appelle une contribution minimale conventionnelle à 0,30% à défaut d'accord pour toujours les entreprises de travail temporaire, mais cette fois-ci sans condition d'effectif. C'est-à-dire qu'à compter du 1er janvier 2022, sera reversée à l'URSSAF la part légale, donc 1% ou 0,55% selon l'effectif de l'entreprise. Et en plus de cette part légale, sera reversée aux OPCO et non à l'URSSAF une contribution minimale conventionnelle à 0,30% applicable pour toutes les entreprises. Donc pour les 11 salariés et plus, ce sera finalement un taux global à 1,30 et pour les entreprises de moins de 11 salariés, un taux global à 0,85 dispatché entre l'URSSAF et l'OPCO. Un autre point qui est venu régler la loi de finances en matière de contribution formation et taxe d'apprentissage, c'est la partie de la taxe d'apprentissage qui est octroyée à des dépenses libératoires pour financer et favoriser le développement des formations d'apprentissage. Alors, vous le savez sans doute, hein, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage doivent effectivement consacrer une fraction de cette taxe d'apprentissage, donc une fraction de 13%, à des dépenses libératoires pour favoriser le développement des formations initiales technologiques professionnelles et d'insertion professionnelle et octroyer des subventions au CFA sous forme d'équipements et de matériel. Avec le transfert de l'OPCO à l'URSSAF, il y avait un trou dans la raquette. On peut appeler ça clairement un trou dans la raquette. Hein, si on prend les textes tels qu'ils étaient prévus avant intervention de la loi de finances pour 2022, la taxe 2021 se calculait sur la base des rémunérations de l'année précédente, à savoir celle de 2020, et on prenait en compte, pour calculer la taxe d'apprentissage, les dépenses effectuées jusqu'au 31 mai 2021. Pour 2022, donc nouveau versant du texte à compter du 1er janvier 2022, calcul sur la base des rémunérations de l'année en cours, à savoir celle de 2022, et on prend en compte les dépenses effectuées avant le 5 ou 15 mai 2023. Donc on le voit bien, un trou dans la raquette pour 2022, parce que les établissements et CFA ont reçu des financements pour 2021, c'est fait, et en recevront en 2023, mais rien n'était prévu dès lors pour 2022. Donc pour corriger cette petite incohérence législative, la loi de finances a prévu le versement d'une fraction de 13% calculée sur les rémunérations 2021 et seront prises en compte les dépenses effectuées entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022. Ainsi, les CFA et les autres organismes d'apprentissage ne seront pas pénalisés et lésés. La dernière mesure, je laisse Amélie vous la présenter.
C'est parce que c'est les pourboires, c'est ça, hein. Donc c'est la petite mesure, on va dire, un peu de légèreté dans cette présentation ce matin. Le législateur s'est dit: «Tiens, pourquoi pas? Nous allons encadrer donc les pourboires volontaires dans les hôtels, cafés, restaurants». C'est vrai que ça manquait. Voilà, de mémoire de consultante, pour avoir audité beaucoup de structures, voilà, je me dis, bon, c'est une mesure un peu humoristique. Pourquoi pas venir encadrer donc ces sommes qui constituent du salaire pour leurs bénéficiaires, directement versées de la main du client au salarié ou par centralisation de l'employeur. Bon, on va considérer que je ne sais pas si cette mesure sera vraiment suivie, encadrée, contrôlée. Je pense que vous pouvez toujours donner des pourboires sans vous inquiéter du sort qui leur sera fait. On a quand même, voilà, on va dire pour la légèreté, on vous présente cette slide. Une exonération de cotisations et de contributions, CSG, CRDS, d'impôt sur le revenu, sous condition pour certains salariés avec une rémunération qui ne doit pas excéder 1,6 SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail ou la durée contractuelle. Voilà, on ne va pas aller plus loin sur cette petite slide qui nous a fait la petite récréation du matin. Et Patrice va vous parler d'un sujet plus sérieux, l'indemnité inflation. Effectivement, connaissant le niveau de rémunération des salariés dans le milieu de la convention collective de HR, dépasser le 1,6 fois le SMIC, c'est malheureusement assez rare. Donc, ce sera probablement assez peu suivi d'effet d'une part, et puis qu'un serveur déclare ayant reçu X euros de pourboire à la fin du mois, j'y crois assez peu, nous sommes bien d'accord sur le sujet. L'indemnité inflation, effectivement, donc juste un rappel parce qu'elle est encore pérenne, on va le voir jusqu'à fin février 2022. Il y a eu un gros battage médiatique sur le sujet, beaucoup d'effets d'annonce de la part du gouvernement d'une part et des médias d'autre part, avec finalement une publication du décret d'application le 12 décembre. Il était très attendu de la part de tout le monde parce que, bien entendu, les collaborateurs éligibles attendaient ce paiement et les conditions de paiement, et également les éditeurs attendaient confirmation des règles applicables pour pouvoir les mettre en place dans les outils de production de paye. Donc, quelles sont ces règles? Juste un focus dessus. Les collaborateurs éligibles, c'est l'ensemble effectivement des collaborateurs et alternants âgés d'au moins 16 ans, les mandataires sociaux, les stagiaires avec une gratif minimum supérieure au milieu légal, et bien entendu les travailleurs handicapés. Autour de ça, 3 conditions cumulatives étaient à respecter: résider en France, avoir été titulaire d'un contrat de travail entre le 1er janvier, Adrien. Il faut avoir un contrat de travail, au moins un contrat de travail avec l'employeur au mois d'octobre. Donc entre au mois d'octobre, pardon. Merci de cette précision, ça m'avait échappé. Et une condition de rémunération, à savoir une rémunération brute inférieure à 26 000 euros, constaté de janvier 2021 à octobre 2021, soit l'équivalent de 2 000 euros net, qui a été l'élément de communication de la part du gouvernement et des médias. Potentiellement en cas de présence incomplète, et quand on parle de présence incomplète, on parle de présence contractuelle et pas d'absentéisme sur cette période-là. Donc il y aura un prorata à réaliser sur le sujet. Comment est-ce que ça pouvait effectivement se déclencher? Donc le versement est possible sur la période de décembre à fin février 2022 pour un montant de 100 euros. C'est totalement transparent pour les employeurs, 100 euros versés sur le mois, 100 euros déduits sur les cotisations sociales à verser sur ce même mois. Donc, il n'y a pas d'effet sur la trésorerie des entreprises. Une obligation de parution d'un libellé particulier sur le bulletin de paye. Vous l'avez à l'écran, indemnité inflation, aide exceptionnelle de l'État.
purement technique, mais non négligeable opérationnellement, ces montants-là font l'objet d'une ligne particulière dans la DSN. À quoi elle va servir cette ligne? Eh bien, ça va permettre notamment à l'administration et aux impôts d'identifier les collaborateurs qui ont pu bénéficier de cette indemnité inflation, de pouvoir identifier les potentiels resquilleurs, je pense à des collaborateurs multi-employeurs qui auraient demandé à plusieurs de leurs employeurs de verser cette prime d'inflation. Vous savez que par exemple les salariés à domicile, vous pouvez en tant qu'employeur privé verser cette prime de 100 €, donc ça permettra à l'administration d'identifier les personnes qui ont un peu abusé du système et leur demander donc une régularisation, en l'occurrence un remboursement de ces 100 € auprès, je pense que ce sera probablement les impôts qui se feront le collecteur de ces remboursements. Voilà, donc sur cet déclenchement de l'indemnité inflation. L'activité partielle. Alors, en matière d'activité partielle, on a eu l'occasion d'en aborder quelques mesures dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de finances. Il y a également certains décrets qui sont parus en fin d'année pour prolonger des mesures exceptionnelles. Prolongation du régime d'activité partielle modulée. Alors, pour rappel, simplement, ce régime permet de faire varier le taux d'indemnisation et le taux d'allocation remboursé à l'employeur pour les entreprises qui sont les plus touchées par la crise. Donc les entreprises des secteurs S1, S1 bis et S2 qui ont une perte de chiffre d'affaires qui a été réévaluée. On aura l'occasion de revenir dessus juste après. Mais également prolongation de ce qu'on a appelé activité partielle garde d'enfants, personnes vulnérables. L'activité partielle garde d'enfants particulièrement mobilisée en ce moment avec la recrudescence de la cinquième vague et qui touche majoritairement les enfants et qui se traduit par des fermetures de classes, etc. Ce dispositif peut être encore mobilisé au moins jusqu'au 31 juillet 2022 pour le moment. Initialement, ces régimes particuliers devaient prendre fin au 31 décembre, mais ça a été prolongé, acté, au moins jusqu'au 31 juillet. Petite précision qui a son importance, on aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure, le SMIC a été revalorisé au 1er janvier, en conséquence de quoi les taux planchers, ce qu'on appelle les taux planchers d'activité partielle, d'indemnisation activité partielle, ont été réévalués à 8,37 € et 7,53 € dans le cadre de l'allocation à 36% de la rémunération horaire brute qui est perçue par l'employeur dans le cadre de l'activité partielle de droit commun. Autre mesure prolongée, c'est celle ce qu'on appelle le zéro reste à charge. Donc là encore, ça touche les entreprises qui sont les plus touchées par la crise. Ce zéro reste à charge, il a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2023, donc jusqu'au 31 décembre 2022. Il y a une petite coquille, on parle bien d'une prolongation sur toute l'année 2022. Pour toutes les entreprises dont l'activité principale implique l'accueil du public, et qui font l'objet d'une fermeture administrative totale ou partielle. Ça touche également les entreprises qui sont les plus affectées des secteurs protégés et connect, sous condition d'une perte de chiffre d'affaires. Donc, comme je vous le disais, réévaluée, on exige dorénavant une perte de chiffre d'affaires d'au moins 65% et non plus 80% comme c'était exigé auparavant. Et ça touche également tout ce qui est établissement situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes, donc qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, fermeture administrative, etc., si elles subissent une baisse d'au moins 60% de chiffre d'affaires. Un point intéressant qui a été énoncé par ce décret du 27 décembre 2021 également, c'est en termes de durée maximale de l'autorisation d'activité partielle. Il faut savoir que par défaut, depuis le 1er juillet 2021, la durée maximale est fixée à 3 mois, renouvelable une fois, dans une limite totale de 6 mois consécutifs ou non sur une période de 12 mois. Donc ça a été particulièrement restreint à l'activité partielle, l'idée étant d'encourager la reprise d'activité des entreprises entre les vagues d'épidémie. Et donc pour les entreprises qui déposent des demandes d'autorisation préalable de placement en activité partielle entre le 1er janvier et le 31 mars prochain, il ne sera pas tenu compte des périodes d'activité partielle intervenues entre juillet et décembre 2021.
pour le calcul de la durée maximale d'autorisation. Donc on peut y voir clairement une augmentation de la durée maximale d'activité partielle compte tenu de la cinquième vague de Covid. J'en ai terminé avec les mesures relatives à l'activité partielle. On va faire un point sur tout ce qui est mesures attrayant au recouvrement des cotisations et on va faire un premier point pour une catégorie particulière d'entreprises, à savoir les discothèques, pour lequel je vais laisser la main à Amélie. Alors, pour les discothèques, après les pourboires, hein, c'est pour... Oui, tu fais dans le fun aujourd'hui, Amélie. Voilà, moi je fais dans la légèreté, dans la continuité. Donc les discothèques, malheureusement, hein, annonce de la fermeture des discothèques, fermeture annoncée le 6 décembre 2021 pour une période de 4 semaines, du 10 décembre au 6 janvier 2022. Donc le législateur propose un nouveau plan de secours aux établissements fermés avec, dans un premier temps, pour les employeurs, un report de tout ou partie du paiement des cotisations sociales pour les échéances des 5 ou 15 janvier 2022. Donc là, en titre d'employeur, report de tout ou partie du paiement des cotises. Et pour les travailleurs indépendants, une possibilité de solliciter l'URSSAF pour interrompre, cette fois, le prélèvement des cotisations courantes ainsi que les prélèvements qui seraient liés au plan d'appurement en cas de difficulté de trésorerie. Mais la chose importante, c'est vraiment sur sollicitation de l'URSSAF. C'est aux travailleurs indépendants de le faire. Un point suivant sur la contribution unique à la formation professionnelle. Alors, jusqu'alors, cette contribution, elle était collectée par l'OPCO. Et désormais, à compter du 1er janvier 2022, les employeurs trouvent un nouvel interlocuteur qui est l'URSSAF. Donc, fin du travail de collecte pour les OPCO. Désormais, c'est l'URSSAF qui collecte. On rappelle rapidement ce que comprend la contribution unique à la formation professionnelle. Donc, elle regroupe la contribution légale à la formation professionnelle, le 1% CPF-CDD, la taxe d'apprentissage et la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Un seul vecteur déclaratif, la DSN. Voilà, tout passe par la DSN. Comment on recouvre et comment on déclare? Eh bien, mensuellement, pour la taxe d'apprentissage, la part principale, la contribution légale à la formation professionnelle et la contribution 1% CPF-CDD. Recouvrement et déclaration mensuelle. Pour la taxe d'apprentissage, le solde, et la contribution supplémentaire à l'apprentissage, c'est un recouvrement et une déclaration annuelle. On fait une petite parenthèse pour les contributions conventionnelles à la formation professionnelle qui, elles, restent dans le giron des OPCO jusqu'au 1er janvier 2024. Et à partir de cette date, elles seront également recouvertes par les URSSAF. Voilà pour ce point. Et Adrien reprend sur l'Agir Carco. Alors effectivement, sur les cotisations à Agir Carco, on était dans la même veine que la mesure précédente présentée par Amélie. L'idée était de tout centraliser auprès des URSSAF, de centraliser un maximum de cotisations auprès d'un collecteur unique, à savoir l'URSSAF. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 avait posé dans cette veine le principe du transfert du recouvrement des cotisations Agir Carco vers les URSSAF. Ça devait intervenir au plus tard, le 1er janvier 2022, mais le gouvernement prudent s'était laissé la possibilité de reporter ce transfert dans la limite de 2 ans. Alors, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, il s'est passé des choses, des sujets qui nous ont mobilisés en paye et en ressources humaines. Vous savez de quoi je parle. Et donc le gouvernement a utilisé cette possibilité de report en reportant le transfert du recouvrement des cotisations Agir Carco au 1er janvier 2023. Donc report d'1 an qui va nous permettre pendant toute l'année 2022 d'entrer dans ce qu'on peut appeler une phase pilote. C'est-à-dire qu'à compter du 1er janvier 2022, donc depuis le 1er janvier, les URSSAF
et le GIPNDS, qui est l'organisme qui encadre la DSN et qui pose les conditions réglementaires liées à la DSN, ainsi que les caisses et institutions de retraite complémentaires, doivent mettre à disposition des éditeurs de logiciels de paye et des entreprises volontaires ce qu'on appelle le dispositif unifié de vérification des DSN, c'est-à-dire, grosso modo, la norme DSN telle qu'elle sera en place à compter du 1er janvier 2023. À travers cette mise à disposition, il est possible pour les éditeurs de paye de préfigurer la solution technique 2023 et donc d'anticiper les difficultés liées au transfert du recouvrement des cotisations à Agirc-Arrco en 2023. Donc ce point d'alerte pour vous dire qu'on est particulièrement attentif au sujet et que ça va être un gros enjeu au 1er janvier 2023, ce transfert de compétences, et qu'on va suivre ça avec attention. L'effet de bord derrière, si je peux me permettre, Adrien, non pas l'effet de bord, mais l'effet d'attention, c'est la capacité après, bien entendu, des URSSAF à pouvoir redispatcher dans les bonnes caisses de retraite, dans les bons contribuables ou cotisants, les éléments de rémunération de base de cotisation qui vont déclencher les calculs de points en retraite. D'où cette période transitoire de test souhaité par l'administration, relayé par les éditeurs de paye sur 2022 pour tester ce flux-là. On n'est pas à l'abri d'un report encore d'une année de plus au regard de ce qu'on a vécu lorsqu'il y a eu notamment les premières réflexions autour du prélèvement à la source au niveau impôt. Donc, ça avait pris du temps également. Effectivement, merci beaucoup Patrice. Alors, en termes de bulletin officiel de sécurité sociale, alors là, je vais monopoliser la parole pendant un certain temps. L'idée et l'enjeu, ça va être de perdre personne, parce qu'on est sur des enjeux paye qui sont particulièrement importants et sur lesquels les URSSAF vont être particulièrement vigilants et sont vigilants depuis le 1er janvier 2022. Le bulletin officiel de sécurité sociale, pour ceux qui ne savent pas de quoi il a trait, le bulletin officiel de sécurité sociale, c'est une forme de site internet. C'est un recueil de circulaires qui a été publié sur internet au 1er avril 2021 et qui modifie, clarifie certaines doctrines à compter de cette date. L'idée a été de faire un document unique d'interprétation de la doctrine administrative en matière de cotisation sociale, comme il existe déjà en matière d'impôt, avec le BOFIP. Toutes les mesures issues du BOSS étaient censées entrer en vigueur au 1er avril 2021. Néanmoins, par mesure de tolérance, certaines mesures entrent en application de façon obligatoire au 1er janvier 2022. Je vais vous énoncer ces mesures et on en comprend très vite l'enjeu. Pourquoi on a eu cette tolérance pour une application obligatoire au 1er janvier 2022? Puisqu'on est sur des mesures, c'est parce qu'on est sur des mesures de plafond de cotisation qui sont annualisées. Le plafond de cotisation sociale, il est annualisé. Donc il était compliqué de revenir au 1er avril 2021 sur le calcul du plafond, sachant qu'il y avait déjà 3 plafonds de cotisation de calculer sur janvier, février et mars 2021. Donc on a eu une tolérance de l'administration pour décaler au 1er janvier 2022 et partir sur une année pleine. Premier point, le rattachement des corrections d'erreurs de paye en cours de contrat. Initialement, il était prévu que si le salarié est toujours présent dans l'entreprise et qu'il arrive de corriger sa paye, d'octroyer un rappel de salaire ou de corriger un élément qui a été indûment versé, il fallait rattacher à la période d'emploi donnant lieu à ce rappel et modifier le plafond déclenché en conséquence. Donc cette règle, elle a été clarifiée et elle a été étendue au rappel de salaire versé pendant des périodes de suspension de contrat. Et il a été précisé que cette règle s'applique, que l'erreur donne lieu ou non à une correction du bulletin de paie. Donc c'est vraiment une mesure qui clarifie les règles de rappel de salaire versé en cours de contrat. L'objectif de ça, si je puis me permettre, Adrien, l'objectif de cela, c'est en préparation au niveau de l'administration de la suppression des attestations Pôle emploi telles qu'on les connaissait et donc de permettre à Pôle emploi
de s'appuyer sur les 12 dernières DSN du collaborateur sortant pour constituer ces éléments de rémunération, ces bases historiques, de façon à déterminer, bien entendu, ses droits à indemnisation et la valorisation de tout genre d'analyse d'indemnisation. Donc, d'où la nécessité de devoir rattacher les éléments de salaire rétroactifs, quels qu'ils soient, à la bonne période. Je verse un rappel de salaire en janvier 2021 pour une prime qui aurait dû être versée en janvier 2022 pour une prime qui aurait dû être versée en septembre 2021. Je dois, dans mon outil de paye, être en capacité d'identifier que ce rappel de bonus, par exemple, correspond bien au mois de septembre 2021 dans l'exemple cité. Effectivement, merci Patrice. Et c'est d'autant plus vrai qu'avec la réforme de l'assurance chômage, on est sur des attestations Pôle emploi qui peuvent remonter jusqu'aux 24 ou 36 derniers mois. Donc on est effectivement sur une mesure permettant d'identifier clairement la rémunération qui a été perçue et comment elle a été perçue. En termes de plafond et de succession de contrats, donc on a simplement précisé la règle pour le calcul du plafond annuel. Les rémunérations prises en compte sont l'ensemble des rémunérations dues par un même employeur à un même salarié, y compris au titre de plusieurs contrats successifs ou non. Et en cas de CDD non successifs, donc plusieurs petits CDD qui sont effectués sur l'année, donc ça peut être un en février, un en juillet, un en novembre, il faudra effectuer la régularisation annuelle en tenant compte des sommes versées depuis la date d'embauche du premier contrat. Donc là, c'est un point de vigilance. Et le dernier, qui est sans doute la mesure la plus connue, on va dire, de cette réforme du bulletin officiel de sécurité sociale, c'est la possibilité d'effectuer un prorata de plafond pour les salariés en forfait jour réduit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par forfait jour réduit? C'est simplement des salariés qui ont une convention de forfait annuel en jours qui est inférieure à la durée légale, on va dire, du forfait jour, qui est fixée à 218 jours ou 217 jours, journée de solidarité comprise. Pour un salarié à temps partiel qui est sur une durée horaire, donc un salarié à 28 heures semaine par exemple, il est prévu depuis un certain temps, depuis le 1er janvier 2018, que son plafond de sécurité sociale peut être proraté pour tenir compte du fait qu'il est à temps partiel. Cette possibilité-là n'existait pas pour les salariés en forfait jour réduit qui peuvent pourtant être considérés comme des salariés à temps partiel. Donc c'est une erreur, une incohérence, on va dire, qui a été corrigée par le bulletin officiel de sécurité sociale. Et on peut désormais prorater le plafond en fonction de la durée du forfait jour réduit, divisé par la durée légale, donc 218 jours. Dans le bulletin officiel de sécurité sociale, il n'est pas fait mention de la nécessité d'avoir le consentement, l'approbation du salarié en forfait jour, mais ça peut être bon de le recueillir, ce consentement, tout simplement parce que prorata de plafond égale moins de cotisation, égale moins de droits. Donc il faut que le salarié en forfait jour en ait pleinement conscience au moment où il demande ce prorata de plafond qui n'est qu'une possibilité, c'est nullement une obligation. Donc ça, c'est pour les mesures qui sont rendues pérennes au 1er janvier 2022 et dont on avait déjà connaissance au 1er avril 2021. Mais dans le même temps, ce bulletin officiel de sécurité sociale, et il faut s'y préparer, ce sera désormais la norme, il a fait l'objet de mises à jour régulières sur toute l'année 2021 et il fera encore l'objet de mises à jour mois par mois, on le voit. Les circulaires qui sont reprises dans le BOSS sont précisées, sont réinterprétées. Et donc, on voulait faire un point sur deux mesures particulières qui ont été mises à jour sur cette année 2021 et qui s'appliquent à compter de 2022. C'est un point sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qui s'applique pour certaines catégories de salariés, notamment on peut citer les VRP, on peut citer les salariés du bâtiment, les journalistes entre autres, qui sont les professions listées à l'article 5 de l'annexe 4 du Code général des impôts, qui pouvaient auparavant se voir appliquer une déduction forfaitaire spécifique de cotisation pour tenir compte de leurs frais professionnels, tant qu'il soit nécessaire de prouver l'effectivité des frais. Donc là, pour le coup, le BOSS a corrigé, on va dire, ce petit effet d'aubaine en précisant qu'il est nécessaire de prouver que le salarié supporte des frais
lors de son activité professionnelle pour appliquer cette déduction forfaitaire spécifique. Et enfin, le dernier point, c'est sur le calcul des contributions patronales au régime de protection sociale complémentaire et de retraite supplémentaire obligatoire. On parle là de plafond de réintégration sociale. Donc, en cas de contribution patronale à la prévoyance et à la retraite supplémentaire, pardon, le montant de la contribution patronale est réintégré dans l'assiette de cotisation s'il dépasse certains montants. L'idée du BOSS a été simplement de dire que lorsqu'on parle de 6% du plafond de sécurité sociale, on parle d'un plafond plein qui n'est pas corrigé en fonction du temps de présence ou du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié. On est sur un plafond qui s'interprète de la même façon pour tous les salariés. Là, pour le coup, c'est une mesure d'unification qui est la bienvenue dans nos calculs de réintégration sociale. Pour assurer peut-être une partie des personnes présentes et participant à ce webinaire, cette cotisation sur des cotisations, parce que c'est de ça dont on parle, hein, on parle de cotisation sociale sur des cotisations patronales, s'applique en général sur des gros salaires, donc pas de stress sur le sujet. On est sur des niveaux de rémunération de vigilance à mettre à partir de 5 ou 6 000 euros bruts par mois. Il faut commencer à se poser la question et à les regarder sur le fait qu'ils soient éligibles ou pas à ce qu'on appelle réintégration sociale et fiscale, parce qu'il y a aussi une soumission à fiscalité. Exactement. Pour poursuivre sur le sujet de la protection sociale complémentaire, on va faire un point sur les mesures de suspension de contrat de travail et la protection sociale complémentaire qui y est attachée. Voilà. Pendant la crise sanitaire, il a été mis en place une règle relative au maintien des garanties de prévoyance et de retraite supplémentaire pendant l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée. Initialement, avant la crise sanitaire, absence se traduisait par pas de cotisation au titre de la retraite et de la prévoyance, sauf indication contraire du contrat de prévoyance et du contrat de retraite supplémentaire. Avec la crise sanitaire, on a mis en place une obligation de maintenir ces garanties et donc les cotisations attachées pendant l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée. Faisant état de la mesure, une instruction du 17 juin 2021 a pérennisé le dispositif, donc il l'a gravé dans le marbre, on l'a inscrit dans le Code de la sécurité sociale et on l'a étendu à toutes les périodes de suspension de contrat qui donnent lieu à indemnisation, soit par l'employeur ou soit par des revenus de remplacement. On va faire un point un peu plus arrêté, on va dire, sur cette notion. Et donc, cette instruction pose un certain nombre d'interrogations sur les conséquences en paye, notamment quelles sont les suspensions de contrat et les absences qui sont concernées par la mesure, quelles sont les garanties concernées, quelles sont les règles de répartition et de détermination de l'assiette, quelles conséquences sur l'exonération de cotisation patronale dont on a parlé juste avant, et surtout, quelle entrée en vigueur et quel délai de mise en conformité, puisqu'on est sur une mesure qui a été publiée en cours d'année, à un moment plus ou moins inattendu, on va dire. Alors, en ce qui concerne les suspensions de contrat concernées, il faut avoir en tête que seront prises en compte dans cette obligation de maintien des cotisations et des garanties prévoyance et retraite supplémentaire, toutes les suspensions de contrat donnant lieu soit à un maintien de salaire total ou partiel par l'employeur soumis à cotisation, donc un maintien maladie, un maintien maternité, un maintien accident de travail, et tout versement d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur. Dès lors que le salarié perçoit des indemnités journalières par la prévoyance, il faut maintenir les cotisations prévoyance. Un point de particularité, on va dire, pour la prévoyance complémentaire, il faut également maintenir les cotisations et les garanties prévoyance complémentaire lorsque le salarié perçoit des revenus de remplacement. Donc, que ce soit en activité partielle, en congé de reclassement, en congé de mobilité, là, il faut maintenir les garanties prévoyance. Alors, un point d'attention, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maintien obligatoire des cotisations retraite supplémentaires pendant ces absences donnant lieu à revenu de remplacement, mais il est possible que le contrat de retraite prévoit des mesures plus favorables. Et attention, il n'y a toujours pas de maintien obligatoire de la protection sociale complémentaire dans le cadre d'une absence non indemnisée. Donc un congé sans solde ou autre absence qui ne donne lieu à aucun maintien de rémunération ne donne pas obligatoirement lieu à maintien des cotisations prévoyance et retraite supplémentaires.
Donc, sur les garanties concernées par le maintien obligatoire, ça va un peu avec ce que je vous présentais juste avant, hein. En cas de maintien total ou partiel par l'employeur, l'ensemble des garanties sont maintenues, donc prévoyance santé, prévoyance lourde, retraite supplémentaire, indemnité de fin de carrière, etc. Et en cas de revenu de remplacement, vous avez toujours les garanties frais de santé, incapacité, invalidité, décès, inaptitude, chômage, fin de carrière, mais vous avez grosso modo tout sauf la retraite supplémentaire. En termes de répartition et de détermination de l'assiette, alors je vais passer rapidement là-dessus puisque tout dépend du contrat que vous avez passé avec votre organisme de retraite supplémentaire et ou de prévoyance. Il est possible de prévoir dans le contrat plusieurs possibilités. Donc soit les cotisations pendant l'absence maintenue sont calculées de la même façon qu'habituellement, que si le salarié était présent, donc aucun changement sur le sujet. Soit l'employeur consent à maintenir à titre gratuit et donc à cotiser à 100% pour les salariés qui sont en absence. C'est possible, certains contrats le prévoient d'ores et déjà. Ou alors, on peut prévoir une répartition plus favorable au salarié, puisque partant du postulat que le salarié perçoit une rémunération réduite pendant son absence, il est préférable de voter une répartition plus favorable au salarié. Alors, cette mesure, et notamment en cas de suspension avec revenu de remplacement, elle a un impact en matière de réintégration sociale et fiscale dont on a parlé tout à l'heure, donc surtout de réintégration sociale, puisque sont exclus de l'assiette des cotisations sociales dans la limite de 6% du montant du plafond de sécurité sociale, non proraté, hein, on l'a vu avec le BOS juste avant, et de 1,5% de la rémunération soumise à cotisation sociale, les contributions patronales à la prévoyance et aux frais de santé. Toute la question est de savoir comment on interprète cette notion de rémunération soumise à cotisation sociale quand on a des revenus de remplacement. Et par rémunération soumise à cotisation, il faut entendre assiette ayant servi pour le calcul des cotisations sociales. Donc si je perçois 70% de ma rémunération brute pour activité partielle, c'est cette rémunération réduite qui va servir de base à l'interprétation de cette limite de 1,5%. Donc on fera 1,5% de 70% de la rémunération habituelle. Alors, j'espère n'avoir perdu personne jusqu'à présent sur le sujet, mais simplement, on vous invite grandement à vous rapprocher de vos organismes de prévoyance et de retraite supplémentaire. Pourquoi? Parce que le délai d'entrée en vigueur et de mise en conformité dépend de l'acte fondateur qui a mis en place les garanties dans votre entreprise. Hein, et vous le savez, à partir du 1er janvier 2016, la prévoyance a été rendue obligatoire en entreprise et il a fallu mettre en place par acte de droit du travail ces garanties. Donc, accord de branche, convention collective, accord d'entreprise ou accord référendaire. Si on est en présence d'un acte signé et négocié, il faut le mettre en conformité avant le 1er janvier 2025. Mais le contrat collectif, donc le contrat conclu avec l'organisme de prévoyance ou de retraite, doit lui être en conformité depuis le 1er janvier, depuis le 1er janvier 2022. Pareil, hein, si jamais vous êtes une entreprise sans représentants syndicaux, sans institution représentative du personnel, vous n'avez pas négocié la mise en place de la prévoyance et de la retraite supplémentaire, vous l'avez fait par décision unilatérale de l'employeur. Cette décision unilatérale doit être mise en conformité à compter du 1er juillet 2022. Et enfin, là encore, l'acte de contrat collectif, le contrat collectif conclu avec la prévoyance et la retraite supplémentaire doit être en conformité depuis le 1er janvier. Alors, soyez particulièrement vigilants à cette mesure, hein, parce que absence de mise en conformité signifie perte du caractère collectif et obligatoire et du régime social et fiscal de faveur. Donc, on vous invite à vous rapprocher de vos organismes de protection sociale complémentaire, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour vérifier si ces contrats sont en conformité avec la nouvelle législation. Et pour ce qui est de la mise en conformité des actes droit du travail et décisions unilatérales de l'employeur, on peut vous accompagner, hein, pour une mise en conformité de ces éléments. Alors, j'en ai terminé sur ma monopolisation de la parole. On va passer sur les mesures diverses avec Amélie.
Tout va bien, Adrien, on est tous là. Alors, quelques mesures pêle-mêle, un petit peu, voilà, des points de vigilance et d'attention. Donc, le premier, ça concerne le bonus-malus concernant la cotisation assurance chômage. Donc, cette mesure vise les entreprises d'au moins 11 salariés dans les secteurs concernés par le bonus-malus et qui vont voir leur taux de contribution chômage modulé à la hausse ou à la baisse en fonction de leur taux de séparation sur la période qui va du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Alors, le taux de séparation, ça dépend des fins de contrat, fin de mission. Pour faire simple, si vous êtes une entreprise consommatrice de contrats précaires, recours à l'intérim, au CDD, vous aurez forcément un malus. On peut faire la comparaison avec les voitures. Si vous avez des 4x4, vous payez plus cher. Si vous prenez des contrats précaires, forcément, la contribution chômage sera malusée. Si vous êtes, à contrario, bon élève, eh ben, vous verrez, là, non pas un malus, mais un bonus, et donc une contribution chômage diminuée. Le plancher sera à 3%, le plafonnement à 5,05%, avec un taux de séparation, on va dire une contribution neutre à 4,05%. La première application de ce taux modulé, elle va apparaître au 1er septembre 2022. Et bien évidemment, les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ne seront pas concernées. Et on va dire pas tout de suite, mais le législateur nous réserve encore quelques surprises. Oui, il est probable notamment que cette orientation soit influée par rapport à la 5e vague que nous vivons tous et sa durée. Lorsque l'on voit que la restauration, par exemple, est un des secteurs d'activité concernés par cette potentielle augmentation du taux d'assurance chômage liée à une trop grosse utilisation, un trop gros taux d'utilisation des CDD dans la période considérée de juillet 22 à juillet 21, pardon, à juin 2022. Il est possible que l'administration souhaite mettre un moratoire sur cette évolution de cotisation. Donc, ça va nécessiter néanmoins une évolution dans les pratiques au sein des entreprises, en tout cas avec un suivi plus particulier sur la volumétrie de contrats précaires utilisés. Ça va pas être simple au quotidien avec la fluctuation d'activité à aujourd'hui, mais ça fait, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait déjà 3 ans que cette loi, ce texte, cette ambition est dans les cartons et avait été décalée d'année en année. Donc, il va y avoir un focus particulier dans le pilotage mensuel des recours au CDD au sein des entreprises à réaliser. On continue avec les ruptures conventionnelles. Donc, on change complètement de sujet. Néanmoins, alors, pour les employeurs qui seraient amenés à transiger avec les salariés, une fois que la rupture conventionnelle est négociée, signée et que le délai de rétractation légale de 15 jours est écoulé, l'homologation de la rupture conventionnelle doit être demandée à la DRITS, anciennement directe. Envoi de formulaires ou de télédéclaration qui était toujours possible. À partir du 1er avril 2022, toute demande d'homologation de la convention de rupture devra obligatoirement être télédéclarée. Plus de papier. Donc là, c'est une mesure, on retient bien la date, 1er avril 2022. On a, on va dire, une tolérance pour le recours au papier vraiment dans l'impossibilité d'utiliser le service, mais alors ce sera sous réserve d'en informer la DRITS et d'avoir l'autorisation de le faire. De la même façon, la saisie en ligne, elle n'est pas prévue pour les demandes d'autorisation
de rupture conventionnelle auprès de l'inspection du travail en cas de transaction avec un salarié protégé. Là, on garde le papier, mais pour toutes les autres demandes d'homologation de rupture conventionnelle, c'est le téléservice. Troisième point, la modification du bloc fiscal sur le bulletin de paye. Donc là, on se rappelle que le législateur était venu simplifier le milieu du bulletin. Il vient maintenant recomplexifier le bloc de fin. 4 nouvelles mentions obligatoires font leur apparition. Donc, désormais, on devra inscrire sur le bulletin de paye donc, le montant net imposable, le montant net imposable des heures supplémentaires et complémentaires, le cumul annuel de prélèvement à la source et une nouvelle ligne qui fait son apparition, c'est l'exonération, écrêtement et allègement de cotisation avec une valeur complètement nouvelle qui est la valeur salariale en lieu et place de l'ancienne ligne qui concernait les exonérations de cotisation employeurs. Donc j'insiste, ces 4 mentions sont obligatoires. Donc à compter du 1er janvier 2022, on doit trouver ces nouvelles mesures qui feront partie donc, des mentions vérifiées en cas de contrôle. Normalement, les éditeurs de paye ont dû faire le nécessaire parce que l'information avait été communiquée en septembre-octobre de l'évolution possible pour ce sens. Donc, bien vérifier que ces mesures sont présentes. Alors, un cadeau du législateur qui concerne les bons d'achat et les chèques cadeaux. Alors, la limite annuelle classique, c'est 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque des chèques cadeaux sont octroyés par le CSE ou, à défaut de CSE, par l'employeur. Donc, on va dire que le montant cumulé doit atteindre 171,40 €. Ça, c'est le schéma classique. On rappelle également que les chèques cadeaux sont distribués en relation avec un événement précis, avec un montant non disproportionné par rapport à l'événement et une utilisation déterminée en relation avec l'événement. Donc les chèques de Noël ne vont pas servir à financer les vacances du mois d'août, ils vont bien servir à financer les petits cadeaux de Noël. Cette année, donc tolérance du législateur avec une augmentation de ce plafond qui n'est plus de 171,40 €, mais de 250 €, un plafond relevé à 250 €. Les bons d'achat ou chèques cadeaux qui auront été versés au plus tard le 31 janvier 2022 pourront par tolérance bénéficier de ce relèvement de plafond. Donc pour les chèques cadeaux qui seraient versés ultérieurement pour un autre événement, on revient au plafond antérieur de 171,40 €. Voilà, une tolérance qui ne concerne que les CSE et les employeurs qui n'auraient pas été en mesure de remettre ces bons d'achat avant la fin de l'année, donc avant le 31/12, la tolérance d'1 mois. Dans la même veine, concernant les salariés, cette fois-ci toujours, autour des titres restaurants, une communication qu'on vous préconise de passer aux collaborateurs. Vous savez qu'historiquement, il n'était pas possible d'utiliser les titres restaurants, les chèques déjeuner sur les dimanches et jours fériés et que le plafond journalier était de 19 €. L'administration a souhaité depuis la première vague Covid, donc le 12 juin 2020, de pouvoir s'abroger de ces 2 éléments, donc de pouvoir utiliser les titres restaurants les dimanches et jours fériés d'une part et d'augmenter le plafond d'utilisation à 38 € d'autre part, notamment dans les restaurants et les hôtels-restaurants ou des villes-boissons. Ça se termine et ça va se terminer au 28 février 2022. Donc pour les collaborateurs qui auraient encore du stock à écluser sur les tickets restaurants et donc eh bien, il est idéal de pouvoir les utiliser le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier de ce doublement du plafond, notamment à hauteur de 38 € ou d'emmener femmes et enfants le dimanche midi au restaurant pour pouvoir les passer. Voilà.
Donc ça se termine, pour compléter Patrice, ça se termine au 28 février, sous réserve encore une fois d'une nouvelle prolongation compte tenu de la 5e vague. On est Absolument. à l'abri d'une prolongation, mais l'idée est que cette prolongation ne soit pas indéfinie, donc ça devrait vraisemblablement se terminer. Tout à fait. Et pour conclure, donc avant de clôturer sur les chiffres, sur quelques chiffres importants, et pour rester dans ce que nous expliquait Patrice sur les titres restaurants, on parle du titre mobilité, donc pour emmener femmes et enfants justement, hein, vous pourrez les emmener grâce au titre mobilité. Donc là, c'est la loi d'orientation de 2019 qui avait instauré ce forfait de mobilité durable, donc on peut comparer, peut-être maladroitement, mais qu'on peut comparer au titre restaurant. Dans la même veine, hein, l'employeur va proposer une espèce de cagnotte sur laquelle le salarié va venir payer ses transports. Et c'est donc une loi qui a eu peu d'écho, on en a peu entendu parler. Et donc c'est un décret de décembre 2021 qui est venu poser et préciser en tout cas l'utilisation de ce titre mobilité au bénéfice des salariés, donc avec les mentions obligatoires du titre mobilité que ce dernier doit contenir, nom, prénom du salarié, l'émetteur, les conditions d'utilisation et de remboursement, la réglementation sur le fonctionnement des comptes bancaires et la détermination des modalités d'agrément délivrées aux entreprises qui fourniraient ce bien ou ce service. Donc, on a parlé des véhicules à hydrogène, mais ça concerne, on va dire, les modes de transport propres, les trottinettes, les bus, les transports en commun, ce genre de transport. Voilà. L'émetteur du titre doit assurer un suivi du solde de son compte personnel de titre mobilité, donc soit par le biais d'une application, soit par demande du salarié, soit par le biais du terminal de paiement. Donc le salarié doit être averti de combien il lui reste sur cette cagnotte de titre mobilité et à utiliser jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle les titres ont été émis. Voilà, j'ai fait vite pour vous laisser le temps de poser vos questions. Je laisse la parole à Adrien qui va clôturer sur les chiffres. Ouais, effectivement, quelques chiffres clés. Adrien en a identifié certains. On va vous faire fi de tous les changements de janvier 2022. Vous les trouverez à la fin du support qu'on va vous adresser. Vous aurez une synthèse globale de toutes ces évolutions de chiffres. Adrien, tu en avais identifié 5, je crois, qui te semblaient pertinents de partager. Oui, alors quelques chiffres clés effectivement pour cette année 2022, hein, puisqu'il y a quelques évolutions qui ont quand même leur importance, et notamment la revalorisation du SMIC. Hein, c'est la deuxième, hein, dans un délai de 4 mois. Il avait été déjà revalorisé de 10,25 brut à 10,48 brut en octobre. Et il est revalorisé de façon automatique en fonction en fonction de l'inflation au 1er janvier. Donc, c'est de nouveau chose faite. Hein, il passe de 10,48 à 10,57 brut. Ce qui fait que sur une valeur mensuelle pour un salarié à 35 heures, on passe un palier. Hein. Pour la première fois, le SMIC dépasse les 1600 euros bruts. Il passe à 1603,13 euros. Malheureusement, dans la mesure où le SMIC est indexé sur l'inflation, c'est une bonne nouvelle qui est à relativiser, on va dire. Ensuite, le plafond de la sécurité sociale, lui, n'a pas bougé. Pour la deuxième année consécutive, le plafond n'est pas revalorisé. Donc, je ne vais pas détailler les mesures, les chiffres du plafond, puisque vous devez les connaître par cœur, hein, dans la mesure où il ne change pas depuis 2 ans. Et le montant de la cotisation AGS a été fixé pour l'année 2022 à 0,15%. Ça, c'est pareil, c'est un montant qui est fixé chaque année par arrêté. De même pour la cotisation chômage intempérie des secteurs du BTP. Alors, pour le gros œuvre et les travaux publics, on a fixé le taux à 0,68. Et pour les autres entreprises du secteur du BTP, on a fixé le taux à 0,13. Et sur les titres restaurants, le montant maximal de la participation patronale au financement de ces titres sera pour l'année 2022 de 5,69 €. Alors, ont également été mis à jour un certain nombre de barèmes, hein, je pense notamment au taux non personnalisé du prélèvement à la source, les valeurs d'exonération des remboursements de frais professionnels, d'exonération des avantages en nature, mais comme le disait Patrice, on annexera à cette présentation une présentation des chiffres clés à retenir pour l'année 2022.
Et un dernier point avant d'ouvrir sur les questions, c'est le chiffrage de la réduction générale de cotisation patronale. Donc, ça fait partie des chiffres clés également. T'es dur là. T'es dur sur ça. Elle est compliquée celle-là. Ouais, vas-y. La valeur T du calcul de la réduction générale de cotisation patronale a été impactée par la revalorisation de la part des cotisations AT-MP sur laquelle peut s'imputer la réduction générale de cotisation patronale, donc 0,59% à compter du 1er janvier 2022, ce qui fait passer la valeur T, donc qui sert au calcul de la réduction générale de cotisation patronale ou allègement Fillon, qui fait passer à 0,3195 ou 0,3235 en fonction du taux de FNAL applicable dans l'entreprise et donc en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et on vous a mis les taux applicables pour certaines populations particulières si d'aventure vous êtes amené à en rencontrer. Et puis, les éditeurs de paye ont fait le nécessaire pour mettre à jour ces valeurs-là. C'est juste simplement à titre d'information. Les calculs d'exonération ou Fillon bougent cette année liés à cette évolution du taux AT-MP. Effectivement, tout a été mis à jour, et puis les règles de répartition de la réduction entre l'URSSAF et l'Agirc-Arrco, puisque l'Agirc-Arrco fait partie de l'allègement Fillon depuis 1er janvier 2019. Les règles de répartition restent les mêmes. On calcule d'abord la réduction Fillon pour l'URSSAF, ensuite l'Agirc-Arrco en déduisant ce qui a été déjà octroyé par l'URSSAF. Pas de changement en la matière, et on en a terminé sur cette longue présentation, on va dire un peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais compte tenu de l'actualité sociale et paye riche, c'est janvier. C'est assez normal, c'est ça. C'est janvier, c'est saisonnier. Cathy, dans le cas régie, comme j'ai tendance à le dire à chaque fois sur chacun de nos webinaires tous les 2 mois, quelques questions dans le chat? Oui, Patrice, quelques questions. Bonjour à tous. La première, donc concernant le JEI, si le dispositif avait pris fin en décembre 2020, entre parenthèses conditions de durée, est-il possible de réenclencher le dispositif à compter du 1er janvier 2022 sous réserve de respect des critères? Et dans la même question, y a-t-il un effet rétroactif pour l'exercice 2021, entre parenthèses cotisé à taux plein? C'est une très bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Alors malheureusement, on n'en aura pas tous les tenants parce que ça fait partie également des questions qu'on s'est posées en préparant cette présentation. Effectivement, on a revalorisé la condition de durée. Donc forcément, certaines entreprises qui avaient déjà dépassé la durée de vie de 8 ans ont été laissés sur le côté, si on peut dire. Toute la question est de savoir, et il faudrait probablement la remonter à l'administration. Toute la question est effectivement de savoir si on peut, de façon rétroactive, réévaluer, réoctroyer l'exonération jeunes entreprises innovantes à des entreprises qui auraient dépassé la durée de 8 ans sans dépasser la durée de 11 ans. Et c'est d'autant plus important de remonter la question que l'exonération JEI se traduit également par des exonérations fiscales, des exonérations d'impôts sur les sociétés, etc. Donc c'est vraiment un point qui doit être clarifié par l'administration, et dont pour le moment on n'est pas plus avancé que vous qui avez posé la question, malheureusement. Ce qu'on préconise de fait, Adrien, si je synthétise, c'est de poser la question à l'URSSAF. Tout à fait. Il faudrait poser la question à l'URSSAF qui octroyait habituellement l'exonération jeunes entreprises innovantes. Quid de comment prenez-vous acte de cette réévaluation de la durée de vie des entreprises de 8 à 11 ans? Si vous le souhaitez, alors sur la personne qui a posé cette question, vous avez trouvé nos coordonnées dans le support. Adressez-nous un mail sur le sujet pour qu'à minima on puisse vous préparer la question à adresser à l'administration et vous en faciliter le travail. On peut à minima faire ça dans l'attente d'avoir plus de précision, notamment au travers du BOS, probablement sur l'application et l'évolution de cette période et ce passage de 8 ans à 11 ans. Je complète rapidement, Patrice. C'est une question qui se pose par le biais du rescrit. C'est une procédure qui passe par le biais du rescrit parce que comme ce dispositif permet des exonérations sociales et fiscales importantes, on est sur des exonérations de charges patronales conséquentes,
il faut qu'en cas de contrôle URSSAF, l'entreprise qui en bénéficie puisse se prévaloir d'une réponse de l'administration très claire sur le sujet. Donc, on peut vous accompagner sur effectivement la rédaction de ce rescrit et vous le documenter, vous faciliter le travail sur le sujet. N'hésitez pas. Une autre question, ça concerne l'indemnité inflation. Un vendangeur qui est entré le 14 septembre et sorti le 15 octobre 2021. Au 31/12/2021, lors du versement de l'indemnité inflation, nous ne lui avons pas versé puisque nous ne savons pas ses rémunérations du 1er janvier au 31 octobre. Et en plus, nous ne savons pas si après le départ, le 15 octobre 2021, ce saisonnier vendangeur a retrouvé un autre travail. Pôle emploi dit que c'est à l'employeur d'octobre de payer cette indemnité inflation. Point d'interrogation. Effectivement, s'il n'a pas eu de période d'emploi en dehors de la période considérée sur octobre, c'est-à-dire s'il n'a pas travaillé, alors je n'ai plus la période que tu as évoquée en tête, mais s'il a travaillé 3 jours, les 3 premiers jours d'octobre, et puis ensuite qu'il est venu faire les vendanges dans l'entreprise, effectivement, dans la mesure où c'est vous qui avez la plus grosse période couverte sur octobre, période de travail couverte sur octobre, il vous revient de prendre contact avec lui pour obtenir les informations nécessaires à votre prise de décision. Et idéalement que ces informations vous soient communiquées par le collaborateur ou l'ex-salarié de façon écrite. Et que ça puisse être opposable, cas échéant, si jamais il venait pour une raison X ou Y vous titiller, vous embêter. Donc en synthèse, effectivement, prenez contact avec ce collaborateur-là pour qu'il puisse vous confirmer qu'il est ou pas bénéficié de cette prime inflation par un autre biais, qu'il vous l'écrive, et ça vous permet ainsi jusqu'au 28 février 2022 de pouvoir lui verser cette indemnisation de 100 €. N'oubliez pas de les déduire de vos cotisations versées sur le mois considéré. Autre question, forfait 218 jours et 219 jours, 6 jours de solidarité compris, entre parenthèses, pas de 217 jours, point d'interrogation. Alors, ça dépend en fait de comment a été rédigée la convention de forfait en jours. Finalement, c'est vrai qu'on considère que la durée de principe légale, c'est 218 jours par an. Mais toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la journée de solidarité. Est-ce qu'on l'inclut dans le forfait, auquel cas on est sur un forfait de 217 jours rémunérés plus journée de solidarité qui n'est pas rémunérée, on le sait, c'est tout l'objet de la journée de solidarité. Ou alors, si on n'inclut pas dans le forfait cette journée de solidarité, et auquel cas on est sur 218 plus 1, donc une journée travaillée, c'est pas vraiment à titre gratuit, hein, mais presque, hein, c'est donc 218 jours plus 1, 219. Donc je vous renvoie pour ça, pour savoir si la journée de solidarité est incluse ou pas dans la convention de forfait, simplement soit à l'accord de branche, ou soit à la convention de forfait que vous avez signée directement en entreprise. Et c'est cette valeur haute qui définira le seuil d'abattement de plafond de cotisation que tu évoquais tout à l'heure, qui sera donc l'élément au dénominateur de la fraction. Effectivement. Ensuite, en ce qui concerne la déduction forfaitaire applicable pour les salariés des travaux publics, comment justifier qu'ils supportent des frais? Cela me semble très compliqué. Cela veut dire qu'à compter des salaires de janvier 2022, ils ne pourront plus bénéficier de déduction? Alors, ils pourront toujours en bénéficier, hein. Toute la question n'est pas de leur supprimer le dispositif de déduction forfaitaire spécifique, mais on encourage vivement les employeurs qui souhaiteraient l'appliquer à recueillir les tickets les reçus, hein, notamment si les salariés mangent en restaurant, à conserver les reçus d'hôtel, les reçus de restaurant, etc. Tout justificatif qui pourrait permettre de justifier l'engagement des frais
en cas de contrôle URSSAF, hein, ça va être d'après nous un cheval de bataille de l'URSSAF, cette déduction forfaitaire pour frais professionnels. Donc il faudra être en mesure de justifier de la réalité des frais. Donc, on peut encourager les employeurs concernés à prendre des notes de service dans leur entreprise pour encourager les salariés à justifier de la réalité des frais engagés, à conserver leur ticket de caisse, leur reçu de repas, etc. Vraiment, ça peut s'envisager de toute façon, mais plus vous conservez d'éléments, plus vous êtes à l'abri. C'est simplement, si je peux résumer de la sorte, c'est la formule qu'on peut utiliser en vue d'un contrôle URSSAF. Après, nous sommes sur, alors je parle sous votre couvert, Amélie et Adrien, on est sur une évolution réglementaire. Je pense que dans les contrôles URSSAF à venir, il y aura probablement une tolérance, c'est-à-dire de rappel au texte. Tu es un peu sceptique là-dessus, Amélie? Alors, ouais, je suis un peu sceptique parce que d'expérience pour avoir vécu des contrôles avec de la DFS, donc la déduction forfaitaire spécifique qui était appliquée, l'inspecteur, il s'attache surtout à voir des frais transités en paye. C'est-à-dire qu'on peut avoir, dans certains cas, on a vu certains bulletins de paye classiques et puis des frais où on nous disait mais les frais passent en compta et sont séparés du pôle paye, entre guillemets. Là, ce que veut l'URSSAF, c'est pour les salariés qui se voient appliquer la déduction spécifique, on veut voir cette ligne de frais sur le bulletin de paye. Donc, ce qu'expliquait Adrien, les repas, les frais d'outillage, les frais de transport, de péage, d'hôtel, de restauration, il faut vraiment que ces frais apparaissent pour pouvoir justifier de l'abattement où on aura une ligne de brut complète et une ligne de brut abattue avec le pourcentage d'abattement, c'est-à-dire en fonction de la population, salarié du BTP 10%, un journaliste 30%, mais il faut qu'il y ait une réalité de ces frais qui soit visible et qui puisse être constatée lors d'un contrôle. Plus de séparation entre compta et paye, et puis surtout, il faut que la réalité de l'activité justifie de ces frais, c'est-à-dire que sur les mois de congé, par exemple, un salarié qui sera en congé tout le mois d'août ne pourra pas se voir appliquer la DFS au titre du mois d'août, parce qu'il n'aura pas de frais justifiés sur son bulletin de paye. Donc, c'est importante. Voilà, c'est la réalité des frais qui doit être constatée. Et je ne pense pas qu'il y ait de tolérance par rapport à ça, puisque l'URSSAF est déjà très vigilante en cas d'application de cette déduction forfaitaire, qui est quand même avantageuse pour le salarié et pour l'employeur. Donc, à mon avis, là, il y a eu suffisamment d'alertes et d'effets d'annonce pour que la tolérance ne s'applique pas forcément. Et puis pour compléter ce que tu disais, Amélie, effectivement, il n'y aura pas de tolérance au moment du contrôle, mais vous n'échapperez pas au minimum au rappel à la loi, même si l'URSSAF a quand même communiqué dans son actualité bulletin officiel de sécurité sociale, ils ont quand même dit qu'il n'y aurait pas de redressement avant 1er janvier 2023. Donc, vous aurez, quoi qu'il en coûte, un rappel à la loi, une note pour l'avenir. Mettez-vous en conformité pour les prochains contrôles entre 1er janvier 2022 et 2023. L'idée, c'est de permettre le plus rapidement possible de changer les règles applicables en entreprise sur les frais. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'entreprises qui n'avaient aucun contrôle sur l'application de cette déduction forfaitaire, et c'est parce que les textes le prévoyaient. Donc là, il faut resserrer la vis, si je peux dire. Alors, il y a une question par rapport à ça, aux notes de frais. Lorsque le traitement des notes de frais est dématérialisé et donc nous avons des photos des justificatifs de dépenses, devons-nous conserver les justificatifs papier et si oui, combien de temps? Non, si l'outil de note de frais que vous utilisez est à valeur probante, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la même logique que pour les outils qui permettent la dématérialisation des bulletins de paye, la conservation des bulletins de papier, en tout cas pour les collaborateurs, pour les bulletins, et des notes de frais pour l'employeur n'est plus nécessaire. Il faut bien s'assurer auprès de l'éditeur qui héberge l'outil que vous utilisez sur les notes de frais est considéré comme conservant les documents avec valeur probante. Donc, à aujourd'hui, une très grande majorité
des outils sur le marché, Ulysse, Concur, Expansia, je cite que ces trois-là sont sous cette forme-là et ne nécessitent plus la conservation papier. C'est bien un des intérêts de l'outil, notamment au-delà de la facilité de collecte au niveau des collaborateurs d'une part, et puis l'intégration dans la dimension comptable d'autre part. C'est de s'affranchir des petits bouts de tickets qui se baladent à droite à gauche et qu'on a tendance à perdre, moi le premier. Voilà. Une autre question, certaines retraites supplémentaires sont obligatoires et d'autres pas. Ces cotisations s'appliquent-elles sur l'ensemble? Oui, ça s'applique sur l'ensemble des retraites à caractère collectif, hein, donc c'est-à-dire celles qui sont obligatoires. Ça ne s'applique pas pour les retraites facultatives. Effectivement, pour certaines entreprises, il faut distinguer les retraites qui sont obligatoires pour l'ensemble des salariés des options facultatives pour certaines catégories de salariés, donc en fonction des classifications professionnelles. Cette obligation de maintien dont j'ai longuement parlé s'applique obligatoirement pour les retraites collectives et obligatoires, donc celles qui sont applicables à tout le monde et non pas les facultatives. Et pour les facultatives, il convient de se référer au contrat signé avec l'organisme tiers, en l'occurrence, pour connaître la définition du maintien ou pas de cotisation en cas de suspension de contrat, comme on l'évoquait. Alors, encore une question. En cas de versement d'IJ complémentaire, jusqu'à présent, nous n'appliquions pas de cotisation prévoyance sur ces IJ. Faut-il cotiser à la prévoyance sur les IJ prévoyance pour rester en contrat responsable? Alors, c'est des précisions qui doivent être apportées parce qu'effectivement, on cotise à la prévoyance sur des indemnités journalières de prévoyance qui ont été octroyées. C'est un peu, si vous voyez l'image, hein, le serpent qui se mord la queue. On est clairement sur quelque chose comme ça, mais a priori, à lecture du texte, on est sur une obligation de maintenir les cotisations prévoyance, y compris lorsque l'absence est maintenue par des indemnités journalières de prévoyance. Mais là encore, on vous invite à vous rapprocher de vos caisses de prévoyance, donc celles qui vont vous reverser ces indemnités journalières prévoyance, pour savoir quel impact sur les cotisations qui vont être dues pendant l'absence maintenue. On peut dire que les caisses se sont saisies du sujet et seront en mesure de vous répondre avec certitude. Alors, du coup, c'est rajouter une question. Donc, il faut bien prélever la part retraite sur l'indemnité activité partielle? La part retraite supplémentaire, oui, tout à fait. Ensuite, les salariés des TP ne peuvent justifier de frais supplémentaires puisqu'ils bénéficient d'une indemnité de panier et d'une indemnité transport-trajet. Oui, pour autant, ces indemnités ne couvrent pas la totalité potentiellement des frais engagés. Alors, encore une fois, je parle sous ton couvert, Amélie, également. Hein, l'indemnité de panier, elle a une valeur effectivement prédéfinie, soit conventionnelle, soit liée au Code du travail. Elle ne couvre pas la totalité. Elle peut ne pas couvrir, pardon, la totalité des frais engagés, d'où dans ce contexte-là la nécessité aux collaborateurs de conserver ces frais engagés. J'ai mangé pour 12 €, mon panier, alors je sais plus, il doit être à 7,50, 8,50 ou ce genre de choses, un truc comme ça. Donc il reste un delta, donc ce delta peut justifier l'allègement, l'abattement de la base de cotisation au titre de la déduction forfaitaire. C'est ça. Lorsque le traitement des notes de frais est dématérialisé et donc nous avons des photos des justificatifs de dépenses, devons-nous conserver les justificatifs? Ah oui, celle-ci, on l'a déjà posée. Je suis désolée. Alors, une petite demande. Que veut dire valeur probante? Valeur probante signifie... Alors, je ne vais pas rentrer dans le côté technique, en fait, mais l'idée, c'est que le document, en l'occurrence le PDF, ne puisse pas, d'une part, être falsifié et que le PDF contienne, comment je vais vous dire ça, contienne les éléments nécessaires d'identification en termes de date de création, par qui, comment,
Alors, ce sont des macro-données qui sont contenues dans les PDF, je suis désolé, sur ce terme technique, sont les métadonnées, on appelle ça très exactement. Mais l'éditeur qui vous met à disposition l'outil, posez-lui simplement la question, aujourd'hui, est-ce que mes justificatifs sont à valeur probante, et c'est lui et lui seul qui peut s'engager sur ce fait-là. Ce n'est pas à vous de votre propre fait, c'est au prestataire ou à l'éditeur qui maintient cet outil ou à qui vous avez acheté cet outil qui doit s'engager sur le sujet. Je reviens juste sur la question précédente autour des paniers, des transports. Ça peut paraître astreignant auprès des collaborateurs de leur demander de garder ces éléments de ticket, de justificatif. C'est aussi dans leur intérêt parce que vous l'avez compris, il y a un abattement de base de cotisation. Donc ça veut dire qu'ils ont un net à payer plus élevé que si on leur neutralise la déduction forfaitaire liée aux frais. Donc c'est tout dans leur intérêt de se conformer, si vous me permettez le mot, à cette gestion administrative des frais engagés. Cathy, pardon. Pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci à tous pour cette richesse de questionnement. J'espère que vous avez appris des choses avec nous aujourd'hui, je n'en doute pas, je n'ai pas de doute sur le sujet. Nous vous ferons, comme évoqué, parvenir d'une part le replay, que l'on va bientôt arrêter, d'autre part le support que vous a présenté, amendé des chiffres clés évoluant au 1er janvier 2022. Nous vous réinviterons, si vous le permettez, au prochain webinaire qui aura lieu au mois de mars. Je ne vais pas encore vous donner l'ordre du jour et l'objet, parce qu'on n'a pas encore travaillé dessus avec Amélie et Adrien. Voilà, on reste dans la continuité et la fréquence que l'on partage depuis quelques mois maintenant autour d'une animation tous les 2 mois. Vous avez nos coordonnées à l'écran et dans le support. N'hésitez pas à nous solliciter si vous le souhaitez. L'équipe sociale de Grant Thornton, que nous représentons aujourd'hui, mais qui n'en est qu'une toute petite partie, se tient à votre disposition. Merci à tous, belle fin de journée, bon courage, prenez soin de vous, et à très bientôt, j'espère. Au revoir.